Monsieur Benatala, bonjour, c'est votre immersive. Aujourd'hui, pourrais-je vous demander de vous présenter, s'il vous plaît? Euh, Bonjour et merci de l'invitation. Cette invitation tombe vraiment à point parce que dans la conjoncture que nous vivons, eh bien, nous ressentons le besoin parfois de nous exprimer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque temps déjà, les mois passés, nous avions été soumis à un pilonnage, disons, des médias mainstream, comme vous les appelez, sur le sujet de la Covid. Et à présent, même scénario, guerre contre le virus. Maintenant, c'est une autre guerre à laquelle nous assistons. Et même pilonnage sur les opinions publiques. Je dirais même que c'est presque une préparation à un conflit majeur que je ne souhaite pas. Alors, cette invitation tombe très bien. Je n'ai pas une proportion exagérée à m'exprimer, mais votre invitation me donne l'occasion d'émettre des avis qui ne sont pas des avis de spécialistes sur un sujet assez conflictuel. Alors, je vous en remercie à nouveau. Et sur mon CV, écoutez, je n'irai pas dans l'énumération des fonctions de manière administrative. Je dirais que j'ai exercé le métier de diplomate parce que c'est un métier, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense. Et le mieux est de s'y prendre très tôt, parce qu'il faut beaucoup accumuler pour pouvoir l'exercer convenablement, représenter son pays convenablement, négocier, comprendre l'adversaire, réagir, beaucoup écrire. Et alors, c'est un métier qu'on n'apprend pas spontanément. Cela demande du temps. Il faut un certain background qu'on acquiert au fil du temps. Alors, bien entendu, comme on est toujours un peu le produit de son époque, et j'ai été le produit de mon époque, mais également le produit de la culture, de l'environnement dans lequel j'étais, un environnement international à l'époque qui était franchement anti-impérialiste, mais réaliste quand même, parce qu'il y avait dans les positions diplomatiques de l'Algérie les deux dimensions, des dimensions de principe et des dimensions de dialogue avec les adversaires ou avec les pays avec lesquels il n'y avait pas toujours des convergences de vues. Donc, immergé à cette époque, ou à cette époque-là, au moment où je suis entré dans la carrière diplomatique. Mais avant cela, bien entendu, j'ai été préparé à cela à l'ENA, une grande école qui m'a préparé à ce métier. Ensuite, je suis passé par une deuxième grande école qui est le service national, qui m'a préparé aussi à la vie active. Et j'ai été officier de réserve pendant une année et demie dans une brigade blindée au moment des tensions entre l'Algérie et le Maroc, une expérience des plus enrichissantes. Ensuite, je suis rentré bien évidemment au service diplomatique en 1977, à un moment où la diplomatie algérienne rayonnait. Elle n'a pas cessé de rayonner depuis. Et puis après, j'ai fait un premier poste en Afrique où j'ai pu voir de près comment l'action algérienne à laquelle j'ai pris part à mon très modeste niveau à ce moment-là, je débutais à l'ambassade, à quel point la voix de l'Algérie portait et combien la coopération était active et l'Algérie écoutait. De là, je suis parti à Rome, en ambassade à Rome, pour quelques années, c'était en 1982. Autre expérience très riche, dans un pays très riche, où on m'a versé dans le métier du diplomate multilatéraliste auprès de la FAO, du PAM, etc. Et alors, il y a eu quelques épisodes intéressants. J'en citerai un pour illustrer un petit peu le métier de diplomate. J'ai gardé le souvenir d'une rencontre avec l'ambassadeur des États-Unis. J'étais à l'époque deuxième secrétaire, donc le dernier dans la liste diplomatique. Et voilà qu'un jour,
à la fin d'une session d'une conférence, je suis invité par l'ambassadeur le représentant permanent des États-Unis à déjeuner. Et bien évidemment, je me demandais de quoi il retournait. Ce n'était pas de mon niveau. J'appelle l'ambassadeur, il me dit « Ah oui », je lui dis bah, « Voilà ce qui se passe ». Il dit « Bon, alors vas-y et dis-moi ce qui se passe et rends-moi compte ». Donc je participe, je suis invité à ce déjeuner. Je suis l'ambassadrice à l'époque parlementaire, donc une politique plus qu'une professionnelle, une diplomate professionnelle, me prend dans sa grande, immense Cadillac. Nous atterrissons dans un restaurant fréquenté par les diplomates de haut rang. Et alors, pendant le déjeuner, tout de suite après, immédiatement... Vous ne dites pas dans quel pays? À Rome, évidemment, en Ah oui, Italie. vous êtes toujours à Rome, d'accord. La FAO, le PAM, c'est en Italie. Alors, immédiatement, la dame d'entrée de jeu me dit « Pour qui vous roulez ?» Je dis « Pour qui je roule ?» C'était assez inattendu comme question. Je ne me rappelle plus de la réponse que j'ai formulée, mais la question est tout à fait surprenante. C'est-à-dire que dans cet esprit de cette politique, on ne roule pas toujours pour son pays, mais on roule pour un lobby ou pour des intérêts. Après quoi, j'ai rendu compte à l'ambassadeur et après cela, bon, évidemment, nous avons pouffé de rire et c'était quand même un épisode intéressant. Ensuite, disons après cela, j'ai été sous-directeur en charge des affaires stratégiques des armements à Alger et j'ai eu là aussi, il y a eu des épisodes intéressants. Notamment, une fois, on m'a demandé de recevoir un haut représentant envoyé spécial de Saddam Hussein qui était venu à Alger pour délivrer un message, avait-il dit. Donc, on m'a demandé de le recevoir. Je n'étais que simple sous-directeur. Et alors, l'entretien commence et l'éminent envoyé spécial irakien, se rendant compte que je n'étais pas de ce niveau, eh bien, il a arrêté l'entretien immédiatement et demandé à avoir plus qualifié que moi. J'ai su par la suite que cet éminent représentant est parti dans le décor après à la suite de la guerre du Golfe. Voilà, comme quoi, même dans ce métier, il faut apprendre, il faut rester humble, quel que soit le niveau. Par la suite, je suis devenu, on m'a nommé directeur de la politique internationale. C'était avec une équipe de camarades, d'amis à l'époque, à ce moment-là, en 1990-91, on nous avait demandé de gérer la crise du Golfe qui était en préparation. Et j'ai à l'esprit deux exemples, deux expériences assez dans lesquelles j'ai tiré des leçons. Une première fois en cette qualité, le ministre reçoit un envoyé spécial du président Mitterrand à l'époque. Il me semble bien que oui, c'était bien le secrétaire général du Quai d'Orsay, François Cher, qui était venu voir le ministre pour lui demander de quoi il retournait derrière les positions algériennes qui demandaient une solution politique. Et donc, cela gênait la coalition qui était en marche pour déclencher la guerre contre l'Irak. Et alors, c'était la première fois que je voyais qu'un diplomate de haut rang s'exprimait brutalement, mais alors brutalement, face à un ministre pour dire, écoutez, vos positions nous gênent. Si vous avez un message de Saddam Hussein, s'il est prêt à se retirer, dites-le tout de suite. Sinon, faites un pas de côté. De toute manière, il y aura la guerre. C'était assez impressionnant comme ton dans le langage diplomatique. À la même période, et toujours avec la même équipe, un matin, le secrétaire général du ministère nous appelle et nous fait lire un télégramme de notre chargé d'affaires à Washington, qui avait été convoqué manu militari par le John Bolton à l'époque, pour lui dire « Dites à votre pays que ses positions nous dérangent, que s'il ne se met pas de côté, de toute manière la guerre, il y aura la guerre, ne nous gênez pas plus longtemps et faites un pas de côté. » Là aussi, c'était
un langage extrêmement fort, assez perturbant. Cela ne nous a pas empêché, chez la diplomatie algérienne à l'époque, de continuer sur son message pacifique, porteur d'une solution politique. Également, mon premier contact avec l'URSS, un haut représentant de l'Union soviétique venu en consultation politique avec le secrétaire général. Et là, j'ai vu pour la première fois comment un représentant soviétique extrêmement froid, imperturbable, qui vous regarde dans les yeux, qui ne cligne pas des sourcils, qui vous regarde dans le fond des yeux, vous écoute attentivement ou ne vous écoute pas. Je ne savais pas très bien si des fois il écoutait ou n'écoutait pas, mais en tout cas sa stature, il s'appelait Vorontsov, je me rappelle, sa stature était impressionnante et son message était ferme. Mais à ce moment-là, il y avait des convergences de vues entre l'Algérie et l'URSS sur des thématiques internationales. Après cela, j'ai été aussi ambassadeur à Vienne et un moment intéressant a été quand, à la fin de l'année 1994, le conseil diplomatique de notre président m'appelle au téléphone. C'était à la fin de l'année de 1994 et me demande de prier le secrétaire général de l'AIEA de nous faire l'honneur d'une visite à Alger. Et ma réaction a été, écoute, nous sommes à la fin de l'année, probablement qu'il part en vacances, est-ce que ça ne peut pas attendre? Il m'a dit non, le sujet est important. Je dis de quoi il retourne? Il m'a dit l'Algérie va annoncer son adhésion au TNP, au traité de non-prolifération nucléaire. C'était un événement énorme, une décision énorme, importante, qui nous a servi, qui a servi à l'Algérie de normaliser ses relations et de désamorcer un nombre de critiques et de soupçons qui pesaient sur elle quant à l'acquisition de l'arme nucléaire. Franchement, dans l'actualité, enfin dans les commentaires de presse, il y avait des bouffonneries de ce genre qui nous faisaient dresser les cheveux. Toujours est-il que, bien entendu, ça a été difficile en fin de l'année, mais le secrétaire général de l'AIEA, un homme impressionnant, aux fortes convictions, qui a pris position plus tard à la fin de ses fonctions contre les mensonges de l'administration américaine sur le dit armement nucléaire américain. Il avait détaillé dans un livre que j'ai lu à l'époque sur les inspections qui ont prouvé tout le contraire de ce qu'affirmait l'administration américaine. Et alors, M. Hans Blick, qui s'appelait Hans Blick, s'est rendu à Alger au début de janvier 1995 et a assisté à la décision de l'Algérie d'adhérer au TNP. Ambassadeur aussi à Bruxelles, je terminerai peut-être par cet aspect-là. Ça a été une expérience aussi assez curieuse quand j'ai vu comment le droit ou la légalité pouvait être entortillé par la Commission européenne, censée être défenseur des droits ou censée être vertueuse en matière de légalité. C'était un moment de l'entrée en vigueur de l'accord d'association. Les services juridiques du Conseil de l'Union européenne s'étaient opposés à cette entrée en vigueur parce que les procédures n'étaient pas respectées. Mais ne voilà-t-il pas qu'un simple directeur, Eurolex, décide par lui-même qu'il en sera autrement? Il est passé outre l'avis juridique du Conseil de l'Union européenne qui disait qu'il faut attendre, il faut remplir toutes les conditions. Il est passé outre cet avis et a tout simplement fait une lettre. Il m'avait adressé une lettre que j'ai transmise à Alger, disant qu'il n'y avait pas d'autre choix que de faire entrer l'accord d'association en vigueur le 1er septembre 2005. Et c'est ainsi que cet accord est entré en vigueur en violation des règles internes, des règles juridiques internes de l'Union européenne. Voilà, je n'en dirai pas plus. De toute façon, ce sont des éléments que je développe dans un livre que j'ai terminé. Et voilà, vous avez une image un peu illustrée de mon parcours de diplomate de métier.
Eh ben, c'est parfait, j'allais vous dire, il y a matière à écrire pas un livre, mais des livres de votre beau parcours. Mais vous n'avez pas évoqué, dites-moi, je peux me tromper, vous avez été aussi ministre. Oui, en effet, j'ai été secrétaire d'État et on m'avait chargé du dossier de la diaspora. Je m'en suis occupé pendant 2 ans et demi. J'ai énormément apprécié cette expérience parce que qui m'a fait sortir un peu des dossiers et du travail in vitro dans les couloirs, dans les salles de conférence, dans les dossiers qui sont d'une sécheresse des fois rebutante pour traiter des matières humaines. Cela me fait retomber un peu je suis retombé sur Terre et je me suis investi avec mon équipe, une très belle équipe d'ailleurs de jeunes. Nous nous sommes investis complètement. Malheureusement, à cette mission, les ailes ont été coupées. Donc voilà, après je suis sorti du gouvernement et je n'ai pas apprécié toutes les manœuvres de reconduction du président au 4e mandat. Donc j'ai pris position contre. J'ai pris aussi position contre le 5e mandat. Évidemment, en prenant des positions pareilles contre un 4e mandat, on signait aussi son départ de la carrière et je m'en suis félicité. Très bien. Monsieur Benatella, comment vous voyez le leadership occidental et européen, en particulier, dans la gestion de la crise ukrainienne? Écoutez, c'est vrai que durant mon parcours, j'ai connu, lors des entretiens avec les ministres, des entretiens avec le chef d'État, les déplacements en Europe, à Moscou, en Allemagne, en France, un peu partout, les conférences euro-méditerranéennes, 5+5, processus de Barcelone, enfin, il y a une grande variété de rencontres. C'est vrai que à ce moment-là, j'étais fort impressionné par la stature, que ce soit des présidents ou alors encore des ministres, et aussi l'interaction qu'il y avait entre ministres et présidents. Et donc, ils étaient, me semble-t-il, toujours à la hauteur des événements. Bien entendu, il y avait très souvent des divergences de vues, mais enfin, on dialoguait. Ce qui se passe en ce moment me laisse penser qu'il y a, comment dirais-je, une espèce comme un changement de la nature, de stature de leadership européen. Honnêtement, par rapport à ceux que j'ai connus, ceux qui sont en place ne m'impressionnent pas du tout. Si je les prends un par un, y compris par un des responsables de la situation présente, le président ukrainien, dont vous connaissez le parcours, eh bien, il est adulé en Europe, il est poussé dans le dos pour aller dans le conflit. À mon sens, son œuvre la plus remarquable sera d'avoir suicidé son pays. On ne peut pas être fier de laisser son pays bombardé et de n'avoir pas tout fait pour éviter le conflit, ce qui me laisse penser qu'à un certain moment, vu sa faible épaisseur politique, sa faible épaisseur diplomatique, il a été poussé dans le dos, mais son pays sera définitivement le perdant dans tous les scénarios possibles de fin de conflit et éventuellement de reconstruction de conflit. Ne nous faisons pas d'illusions, gardons à l'esprit, par exemple, ce qui s'est passé après la guerre du Golfe, lorsque les Américains ont libéré le Koweït. Après coup, ils sont venus demander aux Koweïtiens de payer la facture. Alors, bien entendu, cela pourrait se passer de la même manière. L'Ukraine va être endettée. L'emprise sur le leadership, quel qu'il soit, va être dure au cas où il y aurait influence prédominante occidentale à Kiev, et alors l'Ukraine sera endettée à vie, et je ne sais pas dans quelle mesure l'Ukraine sera plus sécurisée qu'elle ne l'a été avant le conflit. Alors, donc il y a c'est un homme qui aura, à mon sens, hypothéqué l'avenir de son pays.
Par la suite, j'observe aussi les attitudes de la présidente de la Commission européenne qui me donne l'impression d'être plutôt un chef de guerre qu'un homme, qu'une femme de paix. À l'encontre, comparativement par exemple à Mme Merkel, qui avait, me semble-t-il, un haut sens de l'État et des responsabilités. Madame von der Leyen, j'ai lu dans la presse allemande, au moment où elle a quitté ses fonctions comme ministre de la Défense, qu'elle était sous le coup d'une enquête parce que des cabinets de consultants, je présume que ce n'étaient pas des cabinets de consultants russes, mais je ne sais pas de quelle nationalité ils étaient, qui se seraient installés quasiment au ministère de la Défense allemand. Donc, la presse avait rapporté qu'elle avait été exfiltrée rapidement vers l'Union européenne et elle a été élue à une très courte majorité par le Parlement européen. Depuis lors, en l'observant, elle prend des attitudes fortes et je me demande si elle parle véritablement au nom des États membres parce qu'elle n'a aucune légitimité, me semble-t-il, pour parler de guerre et de paix dans une situation conflictuelle. Des fois, elle va plus loin que les chefs d'État eux-mêmes, alors qu'elle n'est que présidente de la Commission. Elle n'est pas présidente du Conseil intergouvernemental, mais présidente de la Commission, qui est présidente de la Commission, qui est le chef du grand secrétariat, dont les compétences sont délimitées par les traités. Alors, cela pose, à mon avis, un vrai problème. Et elle a fait en quelque sorte, elle a tout fait pour verrouiller les issues du dialogue et fermer toute possibilité de négociation, ce qui n'est pas son rôle, avec la Russie. Alors, quand je l'ai vu, par exemple, entrer au Parlement européen en tenue ukrainienne, avec le jaune et bleu ukrainien, je me suis dit, tiens, voilà une dame d'un grand courage qui est prête à aller mourir pour Danzig. Ou alors, elle enverrait ses enfants pour mourir pour Danzig. Je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez le sujet de Danzig. Le sujet, c'est une Danzig en allemand, c'était en référence à une tribune d'un homme politique français en 1939 qui avait dit « Nous n'irons pas mourir pour Danzig ». Alors cela a été interprété comme un signe de faiblesse au moment où il fallait s'opposer à l'Allemagne. Mais en tout cas, c'était une position pour dire « Nous n'irons pas mourir pour Danzig ». Et est-ce qu'il y a des voix aujourd'hui pour dire « Nous n'irons pas mourir pour Kiev ». La question est centrale, mais c'est aux Européens de s'exprimer. D'ailleurs, est-ce que les Européens eux-mêmes s'expriment, à part les grands experts, les gouvernementaux, les spécialistes, les think tanks, je m'excuse, qui vont tous dans le même sens, qui produisent un langage commun, qui fabriquent une pensée commune et qui orientent l'opinion publique dans une seule direction. Alors, bien évidemment, je n'ai pas toujours entendu des voix dissidentes, ou très peu. Il y en a eu quand même quelques-uns, j'en ai écouté quelques-uns qui disaient quand même à un certain moment il faut dialoguer, mais j'ai écouté en même temps d'autres qui disaient, qui ont répondu en ce moment et dans les semaines à venir, il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Ça veut dire qu'il faut que le conflit se prolonge et donc c'est comme s'il y avait une stratégie étudiée de poursuite du conflit, de poursuite de la guerre d'une manière indirecte. Voilà donc pour ce qui est de Madame la Présidente de la Commission européenne. Le chancelier allemand, évidemment, ce n'est pas la trempe du chancelier Kohl. Et dans des circonstances aussi difficiles, peut-être qu'un chancelier de cette trempe. Vous voulez parler d'Olaf Scholz?
Oui, je parle de Scholz actuellement, je veux dire qu'il n'a pas la trempe du chancelier Kohl de l'époque. Et Et peut-être non plus de la chancelière Merkel. évidemment de la chancelière Merkel, mais je veux dire, la chancelière Merkel, elle a eu à gérer des moments difficiles, mais Kohl a eu à gérer la réunification de l'Allemagne et la fin de la guerre froide et toute la problématique des relations avec l'Union soviétique et la Russie. Donc c'était un moment autrement plus délicat et difficile à gérer. Alors ce que j'observe, c'est que l'Allemagne est en train de s'endetter. À mon avis, son langage est un langage quasiment un langage américain. Ben, il a coupé les voies d'approvisionnement en gaz avec la Russie. Et donc, l'Allemagne peut-être s'est engagée dans je ne dirais pas dans un trou noir, parce que les clés du conflit sont entre les mains des États-Unis, les Européens étant, comme vous le savez mieux que moi, tout le monde le sait, tout le monde le devine, un acteur secondaire. Et alors, est-ce que c'est l'intérêt de l'Allemagne d'être affaiblie parce qu'elle est en train d'être affaiblie durant ce conflit? Et alors, est-ce que cela ne correspond pas aussi à un calcul américain? C'est ce que j'ai retrouvé dans le livre de Zbigniew Brzezinski. Je pourrais éventuellement revenir tout à l'heure sur ça, qui disait qu'il y aurait intérêt à couper la Russie de l'Allemagne de la Russie. Vous voulez parler du grand échiquier? Exactement. Exactement. Alors, et donc en affaiblissant l'Allemagne, on affaiblit aussi l'Union européenne. Cela va de soi. Alors, ça c'est du côté allemand. Le président du Conseil et le commissaire aux relations extérieures me semblent très effacés. En tout cas, ils sont dans l'ombre de la présidente de la Commission européenne. Le président français, comment dirais-je, c'est d'une autre dimension parce qu'il a eu cette maladresse, je dirais, mais une maladresse qui n'est pas mineure, lorsqu'il a déclaré que l'OTAN était en mort clinique, si je ne m'abuse. C'était un moment de relations difficiles entre Trump et l'OTAN. Donc, il était Trump, mais agacé que les pays membres de l'OTAN ne contribuaient pas suffisamment, que la charge était trop lourde pour les États-Unis, et qu'en arrière-plan se posait la question de l'utilité existentielle de l'OTAN. Alors, évidemment, cette sortie, me semble-t-il, va laisser des traces. On le remarque parce que les initiatives essentielles sont prises par l'Allemagne et non pas par la France, bien évidemment. Mais de mon expérience de dialogue ou des réunions avec l'Alliance Atlantique, mais aussi de ce qu'on sait en général, c'est qu'avec l'OTAN, quand on voit un grand messe de l'OTAN, on va à une église où il n'y a pas l'évangile, où on n'entend pas un sermon de l'évangile de Marc, Jean ou Pierre. Il y a un seul évangile, c'est l'évangile du Pentagone. Et alors qu'on l'accepte ou on ne l'accepte pas, c'est la règle du jeu. Et cela inclut un alignement sur l'évangile du Pentagone en matière stratégique, en matière de standards, en matière de réforme de la défense, en matière de financement, en matière d'acquisition des matériels et des équipements lourds. Alors, voilà, ce qui fait que cela, à mon avis, aura quelques répercussions sur le plan diplomatique. Et je vois que le, le président français essaie en quelque sorte de se racheter et il rentre clairement
dans le jeu des Américains au nom des valeurs, au nom de la défense de l'Occident, au nom des intérêts de l'Union européenne et de l'OTAN, etc. Bien entendu, c'est un discours que l'on connaît. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller beaucoup plus loin dans l'histoire contemporaine de l'hégémonie impériale, ou appelez-la comme vous voulez, ou de l'impérialisme hégémonique, pour comprendre justement le présent? Oui, vous avez effectivement raison. Et, il faut souvent prendre une lanterne et essayer de lire le passé pour éclairer ce qui se passe aujourd'hui. Si on tourne le regard vers ce qui s'est passé il y a un siècle, on voit clairement qu'il y a une certaine continuité historique. Ça n'est pas la fin de l'histoire, comme cela a été dit, mais il y a une continuité historique. Alors, il y a une continuité historique à un double niveau, me semble-t-il. D'abord, on l'aperçoit dans ce qu'on a appelé à l'époque le grand jeu, c'est-à-dire la grande rivalité entre la Russie et la Grande-Bretagne en terre eurasiatique. Ils se concurrençaient à l'époque de Pierre Ier. Ils se concurrençaient à ce moment-là, et à coup de territoire, de colonisation de territoire, jusqu'à ce qu'ils se neutralisent à un certain moment. Et le Royaume-Uni a donné naissance à l'Afghanistan comme pays tampon. Et cela, on peut même faire le parallèle avec l'Ukraine aujourd'hui. Donc, ils se sont neutralisés par la création de l'Afghanistan à l'époque. Donc, il y a cette notion de grand jeu qui revient aujourd'hui avec un changement de partenaire, mais le terrain de confrontation est toujours le même. Le partenaire a changé, ce n'est plus le grand maître anglais, mais le grand maître, ce sont les États-Unis. Et de notre côté, ça n'est plus la Russie de l'époque, ça n'est plus le tsar de l'époque, mais le président de la fédération d'aujourd'hui. Donc il y a une confrontation sur cette immense plaque eurasiatique sur laquelle se jouent en ce moment les destinées de la Russie d'un côté et, comme il se dit, la destinée de l'Occident de l'autre. Alors, grand jeu d'un côté, mais aussi, et pas seulement, il y a aussi cette notion de Lebensraum, qui est un concept mis au point par un géographe allemand, un des précurseurs de la géopolitique allemande, qui disait que qu'en chaque État, il y a une proportion à s'agrandir et à repousser au plus loin ses frontières selon où il y a des rétrécir, selon ses besoins, selon ses intérêts et ses besoins. Donc, cela est toujours d'actualité, comme on le constate. Donc, c'est en cela que l'éclairage du passé est important pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc, Lebensraum d'un côté. De l'autre, il y a aussi ce concept dont l'auteur est Mackinder, qui lui aussi a forgé le concept de Headland à propos précisément de l'immensité eurasiatique. Et imprégné comme l'autre de la supériorité de la couronne, eh bien, et selon lui, il fallait qu'il fallait contrôler l'Eurasie. Et on le constate que cette théorie est encore valable aujourd'hui et que peut-être très certainement qu'elle a été étudiée. Bien évidemment. Ce même concept a été repris par un autre politologue américain, Nicholas Brightman, qui a développé aussi le même concept de Rimland, mais cette fois-ci au profit des États-Unis,
afin qu'ils aient un espace où ils puissent respirer, sauf que pour les États-Unis, on le constate aujourd'hui, c'est la planète entière qui est le Lebensraum, alors que pour la Fédération de Russie, c'est ce qui reste une puissance continentale. Elle ne va pas s'étendre en Amérique latine, elle ne va pas s'étendre au Burundi, et alors que les États-Unis considèrent en vertu de ce concept que la planète entière est leur Lebensraum. Et c'est une des raisons qu'il y a ce conflit. Dès lors que à la Fédération de Russie n'est pas reconnu un Lebensraum au nom de ses intérêts de sécurité, que cela est contesté au nom d'une aspiration à la domination intégrale par les Américains qui doivent constamment accroître leur sphère d'influence au risque de reculer. Et je vous le rappelle qu'il y a quelque temps encore, on parlait du déclin des États-Unis, mais ces événements montrent qu'il y a une sorte de rebond de l'hégémonie américaine pour démontrer qu'il n'en est rien. Donc c'est en cela qu'il y a une continuité historique avec ce qui se passe à présent. Très, très, très intéressant, hein, Monsieur Benatala, en vous écoutant parler de l'Est et de l'Ouest. Je me demandais dans quelle mesure le choc des civilisations pourrait avoir à faire avec la crise ukrainienne actuelle. Écoutez, nous sommes effectivement en présence d'un choc de civilisation, non pas parce que c'est moi qui l'affirme, non pas parce que c'est moi qui le dis, il faut simplement se référer à ce qui se dit de part et d'autre, aussi bien du côté russe que du côté occidental. J'irai peut-être un peu plus loin en m'hasardant qu'il y a le risque d'aller vers une première croisade, après les 9 premières qu'il y a eu d'ouest en est, une première croisade, j'espère qu'elle n'adviendra pas, une première croisade entre l'Ouest, entre l'Occident et la sphère eurasiatique. Quand je dis sphère asiatique, j'y inclus évidemment tout l'espace eurasiatique, mais jusqu'à la Chine. Alors, mais cela, cet espace, cette notion de clash ou de choc, je dirais plutôt de choc, ça n'a pas encore clashé, ça risque de l'être, c'est un choc. Cela est proclamé de part et d'autre. Vous vous rappelez, vous avez écouté très certainement comme moi la conférence du président Poutine à la conférence de Munich de 2007, où il projeter la Russie en faisant état de la divergence des conceptions civilisationnelles entre la Russie et l'Occident, affirmant que la Russie ne se laisserait pas polluer par les valeurs occidentales, identifiant ou parlant d'une civilisation, je le cite, distincte, parlant aussi d'un code culturel différent. Et en cela, il est appuyé par une intelligentsia russe qui va dans le même sens, non pas comme le disent des commentateurs occidentaux, non pas qu'ils sont des propagandistes du président Poutine, mais parce que cela correspond, à mon avis, profondément à ce qu'est l'âme russe qui se distingue de la civilisation occidentale. Qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'ils défendent cette thèse. Et alors, il en est qui parle de confrontation, je reprends les termes, confrontation historique entre l'Occident et la civilisation russe. Il en est qui ont écrit effectivement qu'il fallait décrocher le wagon de la Russie du wagon occidental et qu'il concesse les exercices de dialogue qui n'ont pas mené loin la Fédération de Russie parce qu'elles se sont trahies à chaque fois qu'elle a dialogué, et que le wagon de la Russie soit décroché
de l'Occident une fois pour toutes. Et alors, des écrivains ont parlé de l'État-civilisation, la la Russie-civilisation, donc une sorte d'îlot civilisationnel euh, qui a des liens avec l'Occident, mais qu'on ne doit pas confondre avec l'Occident. De l'autre côté, côté occidental, écoutez, rappelez-vous simplement le concept réganien en parlant de la Russie, de l'empire du mal. Depuis c'est une idée qui n'a pas été, c'est un concept ou une approche qui n'a pas été abandonnée. Et si, quand vous écoutez, il suffit simplement d'écouter les uns et les autres pour se convaincre qu'il y a de ce côté, qu'en Occident aussi, il y a ce sentiment hégémonique, civilisationnel, et que c'est peut-être le moment, dans l'esprit de certains, d'entrer une confrontation décisive avec, avec, avec la fédération avec la fédération de Russie. Alors, ce sont des éléments concrets, ce n'est pas moi qui l'affirme, et en même temps, plus récemment, bien que ce soit un produit, un argumentaire qui est repris régulièrement sur les valeurs occidentales. Bien sûr qu'il y a des valeurs occidentales, bien sûr que les États occidentaux, c'est leur responsabilité de défendre leurs valeurs. Pour autant, ces valeurs, et c'est là où il y a la divergence fondamentale, non seulement avec la Fédération de Russie, mais aussi avec les pays du Sud, qui n'acceptent pas que les valeurs occidentales soient exportées, soit indirectement par le soft power ou directement par les interventions armées, comme les funestes interventions américaines au Moyen-Orient, à travers le projet notamment, qui n'est pas le seul de Grand Moyen-Orient. Donc oui, il y a un choc des civilisations et j'espère qu'on ne va pas s'acheminer vers la première croisade entre l'Occident et la sphère asiatique. Je l'espère bien, Monsieur Benatella. Depuis le début de cette immersive, vous effleuriez sur votre... Oui. D'ailleurs, si je puis ajouter un élément, ce qui est contradictoire est dans le fait que des pays occidentaux, et quand je dis pays occidentaux, j'entends deux choses. Il y a un axe stratégique anglo-saxon indestructible, qui est l'axe Londres-Washington, c'est l'axe essentiel qui détermine la politique internationale, il faut bien le dire. Il y a des autres pays qui viennent en soutien ou qui suivent, par conviction ou par défaut, peu importe. Mais il y a aussi l'aspect, le côté valeur. Alors, les valeurs au nom desquelles il y a des interventions, eh bien, ce sont des valeurs qui sont trahies par l'intelligentsia et par les gouvernants occidentaux. Je n'y inclus pas les peuples, c'est tout à fait différent. J'y inclus l'intelligentsia en général et les gouvernements occidentaux. Les peuples en général, d'ailleurs, je m'étonne qu'il n'y ait pas beaucoup de sondages dans la période actuelle pour voir si les peuples sont pour ou contre le conflit. Et j'imagine que, comme à propos des référendums sur le traité d'Amsterdam, cela m'étonnerait qu'il y ait un courant très favorable à des relations aussi conflictuelles avec la Russie. Bon, la question est posée. Bien, alors, au nom de ces valeurs, le problème, c'est que l'avocat de ces valeurs est lui-même n'a pas lui-même les mains propres. Il y a des livres entiers, peut-être une encyclopédie est à écrire sur les crimes de guerre qui ont été faits, sur les génocides, sur les assassinats ciblés, sur les interventions militaires a fortiori sans l'aval du Conseil de sécurité.
des interventions pour un oui, pour un non, des tentatives d'assassinat, on l'a vu, de tentatives d'assassinat sur des chefs d'État ont même été assassinés, des coups d'État on n'en pas finir, des révolutions orange, rouge, rose, enfin jaune, de toutes les couleurs. Et donc tout cela étant... Il y a un fossé entre le discours de l'avocat et ses faits. Alors, c'est ce qui rend, je comprends un peu le sens du message du président Poutine à la conférence de Munich à l'époque, qui s'est senti floué parce que ses deux prédécesseurs, deux de ses prédécesseurs, Eltsine et Gorbatchev, ont été floués, et cela contribue à créer un fossé abyssal entre les gouvernements occidentaux et la Fédération de Russie. Mais la crise actuelle a aussi créé un fossé de perception des événements entre les gouvernements occidentaux, l'Alliance occidentale, et nombre de pays du tiers-monde. Aussi pour la parenthèse que je voulais faire sur les valeurs. Mais, très bien. J'étais en train de vous dire que depuis le début de cette immersive, Monsieur Benetala, vous avez essayé d'effleurer ou de faire allusion à l'aspect diplomatique. Moi, j'ai envie de vous demander comment vous pouvez évaluer les manœuvres diplomatiques actuelles, côté russe et côté occidental, dans cette guerre en Ukraine. Écoutez, il y a peut-être deux niveaux d'analyse. L'un est de niveau, selon le terme utilisé de géostratégie. Il y a un conflit à l'évidence géostratégique. Et là, il suffit simplement de reprendre les concepts des uns et des autres. En 2016, me semble-t-il, Medvedev avait dit « Nous sommes en présence d'une nouvelle guerre froide ». C'est-à-dire que nous sommes déjà entrés dans une confrontation qui ne dit pas son nom, malgré les épisodes de dialogue, malgré les épisodes de désarmement entre la Russie et entre la Russie et les États-Unis. Et donc ça, c'est l'affirmation du président Medvedev à l'époque. Mais pas seulement. Il y a aussi Madame Condoleezza Rice avait parlé au moment où elle quittait ses fonctions. Elle avait annoncé la dynamique, c'est bien son terme, je dirais. Rice, pour rappeler, est-il la secrétaire d'État américaine sous Bush? Sous Bush, exactement. Au moment où elle quittait ses fonctions, elle a utilisé ce terme qui est un terme très prudent, de dynamique de la confrontation des plaques géostratégiques. Ça veut dire qu'il y a en préparation, en tout cas c'est ce que j'ai lu, en préparation d'un conflit majeur, les plaques tectoniques géostratégiques étant d'un côté la Russie et de l'autre les États-Unis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à la fin de la guerre froide, les États-Unis se sont retrouvés, ont été angoissés par le fait qu'il n'y ait plus d'ennemis. Et alors, c'était presque la phobie de la paix. Et en attendant de projeter ce conflit annoncé avec la Fédération de Russie qui succéderait à l'URSS, entre-temps, le mythe, la fracture avec le monde musulman a été inventé pour remplir ce vide. D'ailleurs, Brzezinski le dit, lui-même ne prenait pas très au sérieux cette confrontation avec le monde musulman, qui n'a pas, je le cite, un État phare pour mener cette confrontation, parce qu'il y a une confrontation d'États. Et les États musulmans forts sont plutôt proches des Américains. Alors,
Elle a utilisé cette notion de conflit, de dynamique de plaques de la tectonique. Plus intéressant ailleurs et plus prophétique de cette stratégie, c'est bien évidemment le livre de référence de M. Zbigniew Brzezinski. Il est plus jamais d'actualité, en tout cas sur beaucoup d'aspects, et plus jamais d'actualité. Je l'avais lu à l'époque, mais ça remontait loin et je n'avais pas saisi tout le sens. J'en comprends à présent toutes les implications. Alors, si vous permettez, j'ai sous les yeux ces directives, ces recommandations pour l'avenir. J'en citerai quelques-uns. Oui, allez-y. Cela nous éclaire tout à fait sur ce qui se passe aujourd'hui et cela est d'une très grande actualité. Alors, il n'y a pas d'esprit de complot, c'est simplement de la prospective stratégique que fait n'importe quelle grande puissance. Alors, il ne faut pas toujours attribuer à la pensée stratégique une pensée complotiste. C'est de la stratégie, on prépare le terrain sur 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est comme ça que le monde fonctionne. Alors, son objectif, c'était renforcer le rôle dominant des États-Unis, objectif majeur. Deuxième objectif, empêcher toute puissance qui viendrait concurrencer les États-Unis, et il pensait bien évidemment aux successeurs de la Russie. Il recommandait de cultiver la docilité de l'Europe. Il recommandait de faire en sorte que l'Europe soit un partenaire vassal, ce sont ces termes. Je ne suis pas loin de lui donner tort sur ce point-là. De même, très explicitement, il disait empêcher la Russie de recouvrer un jour le statut de deuxième puissance mondiale, et il définissait le terrain de jeu de cette confrontation, c'était le terrain de l'Eurasie, c'est bien ce qu'on dit aujourd'hui, ça se joue sur le terrain de l'Eurasie, mais c'est ce qui a été affirmé par les géopolitologues du siècle dernier. Il recommandait aussi d'empêcher, je le cite, une coalition Chine-Russie. Il faudrait que l'Europe soit une tête de pont, ce sont ces termes, et que l'Europe reste un protectorat américain. Je le cite aussi, le rôle de l'Allemagne est celui de bon vassal. Ce n'est pas tout à fait le terme qu'il a utilisé. Le rôle de l'Allemagne est de servir de tête de pont, ce sont ces termes, de tête de pont vers l'Est. Enfin, évaluant le rôle de la France, il disait que c'est une puissance moyenne impériale qui n'a plus les moyens de ses prétentions. Je pense qu'il a tout dit. Avec ce qui se passe à présent, on est enclin à croire que ce conflit n'est pas un conflit spontané, que cette confrontation a été pensée, réfléchie, et que c'était une question de temps. Maintenant, dans quelle mesure est-ce que la Russie, je m'excuse, je spécule, n'ayant plus de marge de manœuvre diplomatique, n'ayant plus de marge de manœuvre de conviction, est-ce qu'elle s'est laissée entrer dans le jeu ou s'est laissée piéger, ou alors pensée stratégique aussi de son côté, que le moment était venu de s'affirmer, de réaffirmer son rôle de deuxième puissance dans le monde. Et le point de cristallisation étant l'Ukraine. Je rappelle que lors du sommet de Bucarest, invité à ce sommet, le président Poutine avait averti les membres de l'Alliance que l'Ukraine, qu'il n'était pas question que l'Ukraine et la Géorgie rentrent dans l'OTAN. Donc, l'OTAN avait suffisamment reçu de messages
suffisamment reçu de messages en ce sens pour ne pas pousser trop loin la politique, la stratégie d'expansion. Monsieur Benatella, je me permettrai d'ouvrir une petite parenthèse par rapport à Brzezinski, parce que vous l'avez cité plusieurs fois. Je rappelle juste qu'il est d'origine polonaise, mais il fut, puisqu'il est décédé en 2017, il fut américain. Il a été conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis, Jimmy Carter. Je pense que c'est important de le savoir, et c'est important aussi de savoir autre chose par rapport à Monsieur Brzezinski, c'est qu'il est resté un observateur écouté en matière de politique étrangère aux États-Unis jusqu'à sa mort. On revient un petit peu, un mot, Monsieur Benatella. Plus terre à terre, récemment, le président français Emmanuel Macron a donné une grande interview sur une télévision française et il avait, entre autres, affirmé sa volonté de continuer à dialoguer avec son homologue russe. On reviendra tout à l'heure, peut-être plus avant, sur ce point. J'essaierai de le mettre en corrélation avec la politique extérieure de la France, mais un mot, puisqu'on parle de diplomatie. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, je vous ai implicitement répondu tout à l'heure, d'abord. Vous venez de le mentionner. Soyez plus explicite alors maintenant. Bien, écoutez, je vous ai dit clairement que lorsqu'on est dans la grande église de l'Alliance Atlantique, ou de l'OTAN plutôt, on est dans une chapelle où il y a un seul évangile. Donc, et là, et le rôle de chacun est très synchronisé, les rôles sont très répartis, et il n'y a pas de place à ce niveau d'enjeu pour les initiatives spontanées. Alors, c'est méritoire qu'il essaye de se démarquer, mais enfin, dans la conjoncture actuelle, le rôle majeur de ce que dit Brzezinski, la tête de pont active, en ce moment, c'est l'Allemagne. Je comprends qu'en tant que grande puissance, il veuille toujours être présent sur la scène, qu'il soit écouté, qu'il essaye de jouer un rôle, c'est normal. Même si on n'a pas des choses, souvent, c'est de bonnes pratiques diplomatiques, même si on n'a pas des choses à dire, on s'invente une initiative pour dire qu'on est présent et qu'il faut compter avec nous. C'est normal, c'est de bonnes guerres, bonnes pratiques diplomatiques. Et donc, est-ce que la question est, est-ce qu'il a mandat des États-Unis? Parce que tout se joue sur le mandat des États-Unis. Si les États-Unis ont décidé que le dialogue, si dialogue il doit y avoir, il se fera à un autre niveau que celui des Européens, eh bien, il se fera à un autre niveau. Donc, et parlant de ce niveau, la clé du problème, ce serait un dialogue direct entre le président américain et le président de la fédération de Russie. Or, l'hypothèque qu'il y aurait, c'est que est-ce que le président américain est en capacité de négocier, de dialoguer avec le président de la fédération de Russie, comme ont pu le faire les présidents Reagan, comme ont pu le faire le président Bush père, face aux dirigeants de l'URSS et de la Russie. Je rappelle que même dans les moments de très haute tension, on a frisé, ou le monde a frisé le cataclysme nucléaire lors de la crise des missiles à Cuba, il y a eu un dialogue entre Kennedy et Khrouchtchev, un dialogue direct. Et il n'y a pas eu d'intermédiaire, et cela s'est réglé par le retrait des troupes, des missiles soviétiques de Cuba, et on est retourné à une guerre froide contrôlée. De même, dans les moments de grande tension, cela n'a pas empêché père de dialoguer.
Cela n'a pas empêché, y compris Reagan, qui était l'auteur de l'initiative de bouclier spatial, de dialoguer et de trouver des accords de trouver des points de convergence sur des accords de désarmement. Alors, ce qui me frappe en ce moment, c'est que le niveau de tension est certes élevé, mais il n'est pas aussi élevé qu'on a pu le voir à l'époque. Or, à l'époque, il y a eu malgré tout des canaux de discussion, des canaux de dialogue. Alors, est-ce que le président américain est en capacité de mener pareil dialogue stratégique? Je ne le sais pas. En tout cas, c'est à ce niveau-là que la crise actuelle peut être réglée et qu'un compromis éventuel pourrait être trouvé. Si on va encore plus au fond dans cette immersive, Monsieur Benatella, quelle serait à vous votre lecture de ce conflit? Quand je dis vous, je veux dire un observateur du Sud. Vous évoquiez tout à l'heure les médias mainstream. Ici, en Occident, on a vu rarement, on voit rarement sur les plateaux de télévision de grandes chaînes occidentales, en langue française ou pas, dans d'autres langues, en anglais, on ne voit pas du tout ou très rarement euh, sur les plateaux de télévision un observateur du Sud. Vous êtes un observateur du Sud, s'il vous plaît. Quelle est votre lecture de ce conflit? Bien écoutez, tout cela est dit. Il y a des conclusions très personnelles, évidemment, que je tire d'abord en relation avec mon expérience, mon background, je dirais, d'anti-impérialiste réaliste. C'est un peu la culture générale dans mon pays. Nous partisans des causes justes, défenseurs de la paix, de la sécurité, de la paix, d'une sécurité internationale, mais pour tous, pas simplement pour un camp. Et toute confrontation entre l'Est et l'Ouest a des dégâts, provoque des dégâts sur nos pays. Alors, tirant les enseignements de tout cela, moi je dirais qu'en définitive, les ennemis de l'Occident ne sont pas nécessairement les ennemis des pays du Sud, et nos amis peuvent être perçus comme les ennemis de l'Occident. Il y a très franchement le sentiment que nous ne sommes pas sous la menace d'une invasion de la Russie ou de la Chine. En revanche, lorsque j'ai lu les deux derniers concepts produits par l'OTAN et par l'Union européenne au mois de mars pour l'Union européenne, dit boussole stratégique, et le concept stratégique de l'OTAN en juin adopté par le sommet de l'Alliance, eh bien, je déplore que les pays d'Afrique, que l'Afrique du Nord, soient inscrites au titre des menaces. En quoi nous autres menacerions la sécurité de l'Alliance? En quoi menacerions la stabilité, la sécurité de l'Union européenne? Il faudrait que ces experts se posent aussi la question de savoir qu'ils sachent qu'eux aussi sont perçus de notre côté comme des menaces pour notre sécurité. Il faudrait qu'un de ces jours, ils intègrent cette grille d'analyse et qui devrait les orienter vers plus de dialogue. Oui, de mon point de vue, comme ancien responsable ou comme citoyen, je ne sens pas peser sur moi une agression de la Chine ou une agression de la Russie. Nous cultivons des liens de coopération, même s'il y a bien évidemment des divergences d'opinion, mais cela ne se traduit pas en langage de confrontation, comme cela c'est longtemps traduit avec les membres de l'Alliance. Alors je regrette, je déplore que l'Afrique du Nord soit mentionnée dans les deux concepts comme une source de menace pour l'OTAN et pour l'Union européenne. C'est
Et il faudrait se regardent aussi dans un miroir et qu'ils se mettent aussi en tête qu'ils peuvent être aussi, eux aussi, perçus comme une menace pour nous, pour notre sécurité, pour la sécurité régionale. Et que toutes les interventions occidentales dans la région ne sont pas venues de la Chine ou de la Russie. Elles sont venues d'où? Les dernières interventions qui ont mis le chaos dans notre région, eh bien, en Libye, c'est une coalition franco-britannique qui rappelle d'ailleurs, qui rappelle l'agression contre l'Égypte contre Jamal Nasser en 1956, le canal de Suez, et n'eût été les mises en garde américaines et soviétiques, eh bien, ces apprentis sorciers ne se seraient pas retirés d'Égypte. Alors, c'est comme cela que nous percevons ce conflit. Et c'est pour cela que je considère, moi, personnellement, que les guerres de l'Occident ne sont pas les nôtres. Que l'Occident décide de s'engager dans une bataille de confrontation, dans une confrontation stratégique avec la Russie, à mon avis, qui ne compte pas trouver des alliances dans les pays du Sud qui ont suffisamment souffert des coalitions interventionnistes au siècle dernier. Alors, mon sentiment, ou plutôt la recommandation à moi-même, c'est ni guerre froide, ni croisade. Et que la culture du dialogue reprenne un peu sa place. Autre élément, de mon point de vue, un surcroît de puissance américaine est une source d'insécurité. Une source d'insécurité parce que nous aurions une hégémonie absolue sur toute la planète. Il pourrait peut-être venir à bout de la Russie, je ne l'espère pas. Affaiblir la Chine, je ne le souhaite pas non plus. Et alors un surcroît de puissance américain ne serait pas dans notre intérêt, bien évidemment, c'est clair, mais je doute aussi qu'il serait dans l'intérêt de l'Union européenne elle-même, parce qu'elle serait définitivement, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, quelles que soient les dépenses d'armement qu'elle va engager, quelles que soient les recommandations qu'elle s'est faites pour les 10 prochaines années dans son nouveau concept de réarmement et d'intervention potentielle tous azimuts, je ne pense pas que tout cela soit aussi dans son intérêt. Je pense que la construction européenne aurait grandement bénéficié à se poursuivre dans un climat apaisé et dans un dialogue avec la Russie et un dialogue avec ses partenaires. Et en définitive, le mot d'ordre serait dialoguer, 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 comme l'ont fait les chefs d'État éminents pendant la guerre froide qui ont évité au monde une conflagration nucléaire. Vous semblez être un homme de paix, en tout cas un homme de dialogue, un grand diplomate, hein, Monsieur Ben Attala. Je rappelle que vous avez été diplomate et ministre et que vous êtes algérien et l'Algérie est en phase de recevoir une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement de pays arabes à l'occasion du sommet de la Ligue des États arabes. Il sera certainement question de sécurité. Vous avez tout à l'heure évoqué le concept stratégique de l'OTAN, la boussole stratégique de l'Union européenne. Moi, j'ai envie aussi qu'on parle de la CPE, c'est-à-dire la communauté politique européenne, mais pas tout de suite, parce qu'on a déjà, on est ensemble dans cette immersive depuis au moins 1 heure. Je vous propose, Monsieur Ben Attala, si vous le voulez bien, d'en arrêter là, cette première partie. On reviendra plus tard avec une deuxième partie pour évoquer d'autres points tout aussi importants. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci vraiment. Merci.